RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Depuis 5 heures, hier matin, c'est le retour à la vie normale et vous recevez le président du gouvernement Thierry Santa. Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Effectivement, Nicolas le disait, depuis hier matin, nous avons retrouvé une vie normale. Après 4 semaines de confinement, la Calédonie est de nouveau Covid-free, exempte de Covid. Est-ce que vous êtes fier de ce résultat ? Je peux dire que je suis fier de ce résultat, mais je suis surtout satisfait que tout le monde ait respecté les consignes que nous avons données. Je l'ai dit, ce résultat est surtout le fruit finalement de tout le monde, à la fois toutes les institutions qui nous ont accompagnés dans la gestion de cette crise, que ce soit l'État, mais aussi le Congrès, les provinces, le CESE, le Sénat coutumier, mais surtout tous les Calédoniennes et les Calédoniens qui ont joué le jeu et qui ont permis qu'on atteigne cet objectif de retrouver à nouveau ce statut de Covid-free qui est le nôtre. Et donc l'objectif initial qui était de casser la chaîne de transmission du virus quand on a constaté le 7 mars dernier que le virus, hélas, s'était introduit ici en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est une fierté, mais c'est une fierté collective, quoi. Aujourd'hui, on est sûr qu'il ne circule plus. Aujourd'hui, on est sûr qu'il ne circule plus. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Je l'ai déjà dit, je le répète. Même si on fera tout maintenant dès lors qu'on a retrouvé ce statut, pour le garder le plus longtemps possible. Et ça suppose des mesures peut-être plus strictes encore à l'entrée sur le territoire, le temps que la population calédonienne se vaccine et atteigne cette immunité collective que nous souhaitons obtenir. Pardon. En attendant, vos conseils aujourd'hui, c'est de rester prudent malgré tout, on l'a bien compris, de rester vigilant en tout cas. Vous préconisez le maintien des gestes barrières ? Alors, c'est plus obligatoire, mais par contre, je conseille à la population de continuer à suivre les gestes d'hygiène, je vais les appeler comme ça. C'est la base de toute règle finalement sanitaire, quelle qu'elle soit. Donc ça n'a plus rien d'obligatoire de porter le masque, mais pareil, si quelqu'un a des petits symptômes de grippe ou d'autres choses, rien ne l'empêche de porter le masque pour empêcher finalement que ces postillons puissent contaminer d'autres personnes. Enfin voilà, il y a peut-être quelques automatismes qu'on peut maintenant mettre en œuvre ici en Nouvelle-Calédonie, qui existent dans d'autres pays du monde, d'ores et déjà, qui pourraient servir à empêcher même quelques autres maladies finalement de se propager ici en Nouvelle-Calédonie. Et pour la suite, alors on sait maintenant que de toute façon le virus peut rentrer de nouveau, c'est toujours une possibilité, un risque. Vous envisagez la mise en place d'alertes. Comment ça peut se passer, ces alertes ? Alors, c'est un système dont on s'est beaucoup inspiré de ce que fait la Nouvelle-Zélande, qui est un système d'alerte progressif, et en fonction du niveau d'alerte, des mesures de confinement plus ou moins importantes, jusqu'à l'extrême qui est le confinement total de la population. Pour peut-être que les Calédoniens comprennent mieux, c'est un peu le même système qu'on utilise aujourd'hui quand on a une alerte cyclonique. Alerte 1, alerte 2, alerte 3, et en fonction des différentes alertes, les gens savent ce qu'ils ont à faire. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est un gros travail de fond qui est mené aujourd'hui par les directions de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit la direction sanitaire avec des experts scientifiques qui travaillent avec nous pour définir des critères objectifs sanitaires pour eux-mêmes définir le niveau d'alerte correspondant, et un gros travail ensuite d'anticipation de toutes les autres directions de la Nouvelle-Calédonie opérationnelles, pour définir finalement les mesures qui accompagnent chaque niveau d'alerte. Et tout cela sera ensuite communiqué à la population pour que les gens sachent que dès lors qu'on déciderait de passer à tel ou tel niveau d'alerte, les mesures correspondantes seront clairement définies. D'abord on porte le masque, ensuite il y aurait toute une progression comme ça dans dans les alertes et dans les procédures. En attendant, la campagne de vaccination se poursuit. Est-ce qu'avec la non-circulation du virus, vous ne craignez pas qu'il y ait moins de volontaires pour se faire vacciner ? Je vous rappelle quand même que la vaccination, c'est le meilleur moyen de se protéger soi-même, d'abord et avant tout. Mais c'est aussi, et les études scientifiques nous le confirment de plus en plus, c'est aussi le meilleur moyen de protéger les autres. Puisque quand on est vacciné, on est plus contagieux. Et donc, ce principe-là, c'est ce qui nous guide dans notre objectif d'immunité collective, et pour envisager ensuite la suite différemment par rapport aux dernières contraintes que nous vivons encore en Calédonie, qui sont celles qui correspondent à nos déplacements à l'extérieur du pays. Donc c'est vraiment sur la base de ces éléments-là que la campagne de vaccination est mise en œuvre.
on va communiquer au maximum pour maintenir le rythme des vaccinations qui sont faites. On a la chance d'avoir une certitude d'approvisionnement d'une quantité de vaccins maintenant régulière dans le temps de la part de l'État. Je rappelle que c'est une mise à disposition gratuite de l'État français des vaccins. Donc tous ces éléments-là nous permettent de penser que on va continuer et progressivement aller vers cet objectif d'immunité collective. Et alors dans le renforcement du sas sanitaire et du risque de contamination des personnes en première ligne, vous envisagez de nouvelles procédures. On en est où dans l'éventuelle obligation de vaccination pour les personnes en contact avec les voyageurs? Le travail est toujours en cours. Il nous sera présenté demain matin par la direction des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est quand même un élément de contrainte pas négligeable. Même si, ça me permet de le redire, il ne s'agit pas d'obliger les gens à se vacciner. Il s'agit de faire en sorte que les personnes qui travaillent dans des emplois en contact avec des voyageurs, que ce soit sur la plateforme aéroportuaire, dans les avions, que ce soit dans les hôtels de quatorzaine, que ce soit à l'unité Covid positive, de l'hôpital du Medipôle, que toutes ces personnes qui exercent dans ces emplois-là soient vaccinées. Elles ont le choix de se faire vacciner ou pas. Mais si elles ne se font pas vacciner, elles ne pourront pas continuer à exercer dans ces emplois. Elles devront être affectées à d'autres emplois qui ne sont pas en contact avec les passagers. Vous le présentez, ça va être présenté demain au gouvernement, ça veut dire que c'est en cours d'élaboration, mais vous avez à peu près trouvé l'équilibre juridique d'obligation de... C'est ce que j'espère, on verra demain. C'est une demande qu'on a formulée auprès de nos directions. Au-delà de cette mesure, on a demandé à la DAS de réfléchir à toutes les autres mesures qu'elle pourrait imaginer pour renforcer à nouveau ce sas à l'entrée en Nouvelle-Calédonie. Dès lors qu'on a retrouvé notre caractère Covid-free, l'objectif c'est de le maintenir le plus longtemps possible. Et ça, c'est la seule façon d'y arriver, c'est le sas à l'entrée en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à atteindre, je le disais tout à l'heure, l'objectif d'immunité collective grâce à la vaccination de masse que nous menons. Alors, ça a été annoncé en fin de semaine dernière, l'État apporte une aide supplémentaire de 10 milliards. C'est quoi? C'est une aide à la prise en charge de la crise sanitaire ou c'est un apport dans le budget qui est en train d'être constitué par l'État? C'est les deux, Madame Noire. C'est-à-dire que le financement des 10 milliards annoncés par l'État est destiné à financer toutes les mesures de quatorzaine, justement, de maîtrise du sas à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, et qui vont permettre d'alimenter le projet de budget qui est en cours de travail par les services de l'État, qui devra être adopté, je l'espère, dans les semaines à venir, le plus vite possible en tout cas. Ces 10 milliards vont alimenter le budget 2021 de la Nouvelle-Calédonie. Alors si on parle politique, vous le savez, Calédonie Ensemble demande une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Le Congrès va devoir se prononcer sur le sujet dans quelques temps. Cette commission d'enquête, ça peut être utile ou c'est une mesure de diversion pour vous? Alors, je trouve quand même dommage que Calédonie Ensemble jette l'opprobre sur ce gouvernement, ce 16e gouvernement, et surtout sur les directions de la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même grâce à ce travail de fond et extraordinaire qui a été mené, en particulier par la DAS, mais je veux pas parler que de la DAS, même si c'était le cœur du dispositif, mais la DSCGR, la direction de la sécurité civile, et puis toutes les autres directions opérationnelles qui ont travaillé pendant la gestion de cette crise. Donc je trouve dommage de jeter l'opprobre sur tout ce travail qui nous a permis finalement d'atteindre l'objectif que nous étions fixés, de retrouver ce statut de Covid-free. D'une part. D'autre part, il faut que les Calédoniens sachent que toutes les semaines, une mission d'information s'est réunie au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, à laquelle nous avons assisté, Monsieur Le Courrieux et moi-même, Monsieur Le Courrieux en tant que membre du gouvernement chargé des relations avec le Congrès, et moi à plusieurs reprises j'y suis allé personnellement, pour justement tenir informés nos collègues du Congrès de l'évolution de nos travaux et des décisions que nous étions amenés à prendre avec le haut-commissaire, des investigations sur les différents cas auxquels nous avons été confrontés. Donc cette mission s'est réunie toutes les semaines, à laquelle on participait. Élus Calédonie Ensemble qui assistaient donc. À laquelle ont participé un certain nombre d'élus du Congrès. Visiblement, je peux vous dire que M. Gomez n'est jamais venu à ces missions d'information, donc peut-être qu'il aurait dû être plus présent et il aurait été certainement mieux informé que ce qu'il est aujourd'hui. S'il y a cette commission d'enquête, évidemment, vous y participerez, vous y serez, vous viendrez faire des points complets. Les indépendantistes ont demandé le troisième référendum la semaine dernière. Est-ce que vous le regrettez et quand ce troisième référendum doit-il avoir lieu selon vous? Vous savez, depuis le début, les loyalistes auxquels j'appartiens, avec le Rassemblement donc, dit qu'il est inutile d'organiser à nouveau un troisième référendum binaire. On sait tous les risques que comporte ce genre de référendum.
On a vu l'évolution des tensions entre le premier et le deuxième référendum, et on imagine très aisément les risques de tensions supplémentaires que provoquerait un troisième référendum binaire. Et donc, avec ces éléments-là, on va essayer de faire acter par un prochain comité des signataires la tenue d'un troisième référendum, mais de projets davantage, pour essayer de sortir par le haut, finalement, de la situation dans laquelle on se trouve. Vous savez, quoi qu'il arrive, même si c'est un troisième binaire qui s'organise, de toute façon, le lendemain, on devra se retrouver pour discuter d'une nouvelle solution d'une Calédonie française, parce que le résultat ne changera pas par rapport aux deux premiers. Donc pourquoi perdre encore du temps et imposer aux Calédoniens les conséquences économiques et sociales que ça représente finalement? Allons-y le plus vite possible. Si c'est un référendum binaire, allons-y le plus vite possible, de manière à nous retrouver autour de la table le plus vite possible. Par contre, si on arrive à convaincre nos partenaires indépendantistes de la pertinence d'un troisième référendum de projet, prenant à ce moment-là davantage de temps si nécessaire pour le faire, mais voilà, c'est vraiment le fond de notre démarche. Faisons tout pour éviter un troisième référendum binaire qui n'apportera rien à la Calédonie en dehors de tensions supplémentaires. Vous parlez du comité des signataires, mais auparavant, le Premier ministre, vous avez invité à Paris les membres du groupe Le Prédour. C'est donc pas exactement le même format. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion qui doit avoir lieu à partir du 25 mai ? Justement, je me pose la question de la pertinence de ce format. Hélas, le groupe Le Prédour a montré que il n'était pas forcément représentatif réellement de la pluralité politique de notre pays. Et quand je dis ça, je pense pas uniquement à la surreprésentation de Calédonie Ensemble, puisque 2 membres sur 5 non-indépendantistes sont de Calédonie Ensemble, les 2 députés, qui est largement surreprésenté donc dans ce groupe. Je pense aussi même du côté indépendantiste et y compris du côté loyaliste. Je pense que les personnes présentes peut-être ne représentent pas la totalité des sensibilités politiques du pays. D'une part, et d'autre part, et le ministre le dit lui-même dans ses interventions, c'est le comité des signataires qui est décisionnaire. C'est le comité des signataires qui va décider de la date de ce troisième référendum et de la nature de la question qui va être posée à l'occasion de ce troisième référendum. Et chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, hélas, nous éloigne de la possibilité d'un troisième référendum binaire s'il doit se tenir en 2021. Et donc, pourquoi perdre du temps, entre guillemets, à des discussions préalables, sachant que c'est le comité des signataires qui décidera ensuite. Autant organiser tout de suite un comité des signataires dans lequel les choses seront mises sur la table et dans lequel, j'espère, on prendra les bonnes décisions pour l'avenir des Calédoniens. C'est ce que vous avez dit au ministre des Outre-mer qui vous a appelé, comme il a appelé un certain nombre de responsables politiques calédoniens. Vous lui avez dit que vous auriez préféré un comité des signataires ? Je lui ai dit que de toute façon, moi je participerai, parce que dès lors que des discussions seront ouvertes, il faut y participer. C'est comme ça qu'on arrivera à trouver une solution pour tout le monde, la meilleure, la plus équilibrée. Et vous le savez, c'est ma façon de faire les choses. C'est par la discussion, par la négociation, par la recherche d'un compromis, d'un équilibre qu'on sort par le haut de toute situation. Mais après y avoir bien réfléchi, je vais très probablement maintenant le contacter pour lui dire que, à mon avis, la meilleure solution, ça reste quand même d'organiser un comité des signataires plutôt qu'une réunion formale de Prédour. Et se réunir à Paris plutôt qu'à Nouméa, c'est plus constructif, c'est plus utile ? C'est évident. Je sais qu'en disant cela, ça va pas plaire à tous les Calédoniens, mais le constat de la petite expérience qu'est la mienne politique calédonienne, c'est que les seules fois où on a pris des décisions pertinentes pour la Nouvelle-Calédonie, pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est à Paris. Hélas, quand on est ici en Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'on est sous influence forte de nos bases ou de nos partisans, qui nous empêche d'avancer et de nous positionner dans des discussions plus sincères ou plus objectives. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est encore une fois à Paris que les choses se passent, qu'on arrive à aller chercher les points de convergence qui parfois sont infimes sur les positions initiales de chacun. C'est quand on est à Paris qu'on y arrive. Il n'y a toujours pas de président du 17e gouvernement. Est-ce que vous savez si le haut-commissaire a prévu de réunir les 11 membres élus pour essayer de débloquer la situation ? Et est-ce qu'il y a des pistes de solutions ? À ma connaissance, le haut-commissaire n'a pas prévu de nous convoquer à nouveau.
Il nous a indiqué qu'il le ferait dès lors qu'une solution émergerait de discussion. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ce que je constate, c'est que les indépendantistes ne se mettent pas d'accord, alors qu'ils ont une majorité aujourd'hui au gouvernement, mais c'est toujours... il y a une volonté de prendre le pouvoir. Ils ont fait tomber le 16e gouvernement, et puis ils se sont retrouvés avec 6 membres, 3 UC, 3 Unis au gouvernement, et donc cette volonté de prendre le pouvoir, elle s'est pas ensuite concrétisée, quoi. Je veux dire, ils nous ont laissé le 16e gouvernement gérer cette crise sanitaire. Ils ont laissé l'État, finalement, établir le budget de la Nouvelle-Calédonie. Donc, à quoi sert-il d'aller chercher le pouvoir si c'est pas pour en faire ce qu'il est censé servir? Et donc, peut-être que la solution maintenant est de se mettre autour de la table à un moment donné et de réfléchir ensemble à la manière de sortir de cette situation, en ayant à l'esprit, en tout cas moi je l'aurai, la réalité démocratique de la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens aujourd'hui ne sont pas indépendantistes, majoritairement. C'est un peu, comment dire, ça a été je sais pas comment, je trouve pas le terme, mais c'est un peu par hasard qu'on se retrouve avec 6 élus indépendantistes au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas représentatif véritablement de ce qu'est la Calédonie et de ce qu'est la majorité calédonienne anti-indépendantiste. Donc moi je l'aurai à l'esprit quand on se retrouvera autour de la table pour en discuter, et que peut-être ensemble cette fois-ci, toujours comme d'habitude, aller chercher finalement ce compromis entre les uns et les autres qui permettent d'installer un gouvernement qui, je le rappelle, un gouvernement c'est fait pour gérer le quotidien des Calédoniens. C'est pas fait pour gérer l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ça, ce sont des instances politiques, et en particulier le comité des signataires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on parle de gérer le quotidien, les difficultés économiques, sociales, budgétaires, sanitaires auxquelles les Calédoniens sont confrontés. Et là, il faut qu'on prenne nos responsabilités. On a besoin d'un gouvernement installé pour pouvoir agir dans les meilleures conditions, parce que je peux vous garantir que les 2 mois qui viennent de passer ont été quand même très compliqués en matière de gestion quotidienne. Encore un mot, Thierry Santa. Ce week-end, vous avez tenu à rendre hommage au prince Philippe et à vous associer aux condoléances nationales à la reine Elisabeth. Vous êtes sensible à ce qui se passe aujourd'hui et à la monarchie britannique? Je suis surtout sensible à des personnages comme le prince Philippe, qui, par nature, est quelqu'un quand même de très discret. Il a été au service de la reine, mais qui, finalement, quand on connaît un peu son histoire, a montré des qualités exceptionnelles. Je veux dire, il a participé à la Seconde Guerre mondiale, il a participé à l'armée britannique ici même, dans le Pacifique, et voilà, c'est quelqu'un qui, je trouve, en ayant une certaine force de caractère, a su quand même rester en 2e plan face à la grande dame qui est la reine d'Angleterre. Thierry Santa, président du gouvernement, merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation.